Madame et monsieur, bonjour à tous et à toutes. Vous êtes bien sûr Radio Liberté 92.8 et vous êtes à votre émission de l'invité de la semaine. Cette semaine, l'avocat Edasso Rodrigue Bayala est notre invité. Maître Bayala est le secrétaire général du syndicat des avocats du Burkina Faso, en abrégé SINAF. Maître Rodrigue Bayala, bonjour à vous. Bonjour monsieur Oulon. Tiona Sanogo est à la technique, présentation Atiana Serjoudon. Alors on va s'arrêter un peu sur vous. Vous êtes avocat inscrit au barreau du Burkina. Déjà, racontez-nous l'expérience que vous avez au niveau du barreau du Burkina. Aujourd'hui, quand vous jetez un regard rétrospectif, qu'est-ce que vous retenez? Je peux dire tout simplement qu'au bout de ces 10 ans d'expérience et d'exercice de la profession d'avocat, nous avons appris beaucoup de choses. Et ce qu'on peut dire, que si on peut tirer la synthèse, c'est que c'est vraiment qu'il y a une profession qui est bien, qui permet à la personne qui l'exerce de s'émanciper. Parce que c'est une profession libérale et indépendante par essence. Et on peut dire que c'est une profession dans laquelle on se sent très bien. Ouais. Est-ce que, selon ce que l'imagerie populaire a, ça permet de ramasser des millions? Vous savez que, M. Oulon, même si vous ramassez du sable, si vous le ramassez très bien avec dévouement et efficacité, vous allez ramasser de l'argent. Toute activité que l'homme exerce lui apporte du revenu sans exagérer. Et ce revenu dépend de votre dévouement, de votre efficacité à exercer dans l'intégrité et dans la déontologie de la profession. Vous n'allez pas quand même exercer un métier pour mourir de faim. Est-ce que vous êtes compréhensif de ces parents d'élèves fraîchement bacheliers qui suggèrent à leur progéniture de faire des études en droit et de devenir plus tard avocat parce que c'est là-bas où on peut avoir beaucoup de millions? Bon, la conclusion peut-être, s'il y en a qui ont la vocation de devenir avocat, ça serait bien. Mais s'ils ont la vocation de devenir des millionnaires en devenant avocat, la base sera faussée. Parce que tout métier, d'abord, je pense que si on avait le choix, c'est de faire le métier qu'on veut d'abord, la vocation pour laquelle on peut être déterminé. Mais bon, vu que le plateau de chômage est vraiment très cuisant dans notre pays, on est amené quelquefois à faire ce qui, même si ce qu'on n'avait pas envie de faire, ou bien on n'avait pas prévu de faire, par simple opportunité. Là, vous arrivez à exercer un métier qui n'était pas celui qui était prévu dans votre plan de carrière. Maintenant, si vous voulez venir au barreau pour des millions, je vous en décourage fortement parce que lorsque vous allez arriver très tôt, et ce n'est pas le barreau seulement, c'est tous les métiers. Si vous y allez parce que vous voulez beaucoup d'argent, quand vous allez arriver très tôt, c'est les déviances et vous n'allez pas faire 3 ans, on va vous radier. Donc la vocation compte pour beaucoup? Pour beaucoup, surtout, aimer ce que vous faites, c'est ça qui est le plus important et vous le ferez avec efficacité. Grâce à Dieu, vous n'allez pas mourir de faim en tout cas. Ceux qui exercent honnêtement dans l'intégrité et la profession d'avocat ne peuvent pas mourir de faim et c'est d'ailleurs tout métier de l'homme. Est-ce que dès l'entame de vos études en droit, vous avez caressé le rêve d'être avocat? J'ai dit non tout de suite parce que je n'avais pas la profession d'avocat dans ma carrière, Je n'avais pas l'intention de devenir avocat. Oui. Comment ça s'est passé? C'était un concours de circonstances? C'était un hasard? Vous cherchez le boulot tout simplement? Je peux dire, comme je viens de le dire, tout simplement, j'ai cherché du boulot et puis j'ai estimé... Bon, par contre, il y a certains métiers que je ne voulais pas exercer. Lesquels? Bon, je vais les garder pour moi. Mais le métier d'avocat, je ne l'avais pas spécialement prévu. Donc, je l'ai fait par opportunité. Et puis bon. Vous n'avez pas envisagé d'être magistrat? Donc, il faut reconnaître qu'au moment où nous avons fini, l'année où nous avons fini, en 2005, tous les concours pratiqués de la fonction publique avaient déjà eu lieu. Donc, c'est le CAPA qui a été organisé en octobre. Donc, le CAPA qui est le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. L'examen pour devenir avocat qui avait lieu en octobre. Vous imaginez, en octobre, tous les concours avaient déjà été organisés. Donc, à peine fini, vous n'avez pas eu le temps de chômer? Ah non, je n'ai pas eu la chance de faire un autre concours. Vous faites partie des privilégiés alors? À peine fini des études, vous obtenez immédiatement... Pas des privilégiés, mais je dis peut-être par la grâce de Dieu. C'est une bonté que Dieu m'a accordée d'être admis à la profession d'avocat. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, Maître Bayala compte parmi les avocats du barreau burkinabé? Je suis fier d'être avocat et je laisserai les gens m'apprécier. Vous avez porté quelques dossiers qui vous a dévoilé sur la scène publique. Il y a eu des projecteurs, des dossiers médiatiques.
On va parler du dossier de la CAMEC sous la transition en 2015, la centrale d'achat de médicaments essentiels. Vous étiez aux côtés du directeur général qu'on a voulu dégommer, entre guillemets, le docteur Kadeba. Et finalement, déjà, quels sont les enseignements que vous tirez de cette bataille judiciaire? Parce que finalement, vous avez porté plusieurs procédures, que ce soit au tribunal administratif, au tribunal de grande instance de Ouagadougou. Globalement, quels sont les enseignements que vous tirez de cette bataille judiciaire, Maître Rodrigue Bayala? J'avoue que c'était un très bon dossier en droit. Et effectivement, la bataille judiciaire a abouti à un certain nombre de décisions qui ont été rendues au profit de notre client. Il faut reconnaître que notre client, c'était l'État du Burkina Faso, à travers le gouvernement qui avait en tout cas procédé au changement des administrateurs représentant l'État dans le conseil d'administration de la CAMEC. C'est comme ça que la crise a commencé. Et la nomination des nouveaux directeurs généraux en lieu et place de l'ancien. Donc, il va de soi que les organes, les directeurs généraux et le président du conseil d'administration, bien entendu, qui étaient déjà en place, ont attaqué ces actes en justice. Donc, l'État a eu recours à nous pour défendre les différents actes administratifs qui avaient été pris pour procéder au renouvellement des instances de la CAMEC. Donc, au terme de la procédure judiciaire, il y a bien des décisions qui ont été rendues au profit de l'État. Je vois que finalement... on a mis tout cela de côté et on a préféré des règlements à l'amiable. C'est un protocole à l'amiable qui a fini par atterrir sur la table. Est-ce que finalement, ça ne fait pas une perte de temps, une perte d'énergie, une perte d'argent et on fait des batailles et finalement, les gens s'attendent de côté et non, il faut savoir ça couche d'un règlement à l'amiable. Il faut savoir que ce n'est pas particulier parce que même à l'issue de la décision de justice, vous pouvez toujours faire une exécution amiable. C'est-à-dire que même après le procès, c'est-à-dire vous pouvez faire un règlement amiable pour éviter d'aller en justice. Mais dès lors qu'on est allé en justice... Oui. Même après la justice, lorsque vous avez une décision de condamnation entre vos mains, vous pouvez encore l'exécuter de façon amiable. En ce moment, c'est l'exécution qui est amiable. Par exemple, vous avez quelqu'un qui vous doit de l'argent et refuse de vous payer, vous l'amenez en justice, on le condamne, et puis après, bon, peut-être au départ, il contestait la créance. Maintenant qu'il est condamné, il est sûr qu'il doit maintenant. Il peut vous demander peut-être que vous lui donnez quelques jours pour qu'il puisse payer. Mais dans le cas de la CAMEC, ce n'était pas ainsi. On a préféré mettre toutes les décisions de justice de côté. On a négocié en quelque sorte le départ du DG sortant. Il faut reconnaître que nous n'avons pas été à ce règlement amiable. De sorte donc, à cette étape, on a mis les avocats de côté. Je ne veux pas dire qu'on a mis les avocats de côté, mais vous savez, le client, nous représentons le client, nous l'assistons. Donc, si lui-même, il a la capacité de pouvoir prendre à un certain moment les choses en main. En tout cas, en ce qui nous concerne, nous ne sommes pas impliqués jusqu'à un niveau donné de ce règlement amiable, de sorte que nous n'avons pas tous les contours. Donc aujourd'hui, vous n'êtes pas en mesure de savoir exactement qu'est-ce qu'on a donné en contrepartie du départ de l'ancien directeur général de la J'avoue qu'on est vraiment dans l'incapacité de savoir qu'est-ce qu'on a donné. Parce que les informations font état de sommes mirobolantes qu'on a versées au DG sortant afin qu'il débarrasse ou du moins qu'il laisse le fauteuil du directeur général. Je sais que vous êtes un journaliste d'investigation, ça serait très intéressant que vous creusez davantage. Comme vous êtes un des conseils, nous avons l'occasion de vous avoir qu'on ait invité. Oui, mais je sais que... il y a eu un règlement amiable, mais les termes, je ne le sais pas. Les règlements amiables, c'était public à la télé, tout le monde a vu. Mais on n'a pas vu le contenu de l'accord. Justement, pour avoir le contenu de l'accord et faire partie à l'acte. Peut-être demander aux avocats ou aux partis qui étaient à l'acte, peut-être ils vous donneront peut-être certainement les informations. Alors là encore, on va évoquer un autre dossier politique cette fois-ci. Un dossier récent, la mairie de Gourcy, où la maire Khadija Traoré avait fait l'objet d'une suspension par le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Cette fois-ci, vous êtes aux côtés de la maire, contestée du moins par l'administration, mais soutenue apparemment par la population parce qu'il y a eu des manifestations. Vous avez attaqué la décision de suspension, vous avez gain de cause au tribunal administratif de Ouagadougou. Et finalement, qu'est-ce qui se passe avec cette situation au niveau de la mairie de Gourcy, quand bien même vous êtes le conseil de la maire Traoré? Il faut savoir qu'en réalité, à Gourcy, la situation que nous avons eue au plan juridique n'était pas une situation très compliquée pour nous. Elle n'était pas très difficile à défendre en droit. Lorsque vous voulez sanctionner quelqu'un, parce que la suspension, c'est une sanction. Voilà, donc le minimum des choses et qui est prévu par la loi qui porte Code général des collectivités, c'est d'abord entendre la personne sur la faute présumée. Ça, au moins, c'est un droit fondamental. Vous ne pouvez pas sanctionner quelqu'un sans l'avoir entendu sur les faits pour lesquels vous voulez la sanctionner. Deuxièmement, lorsque vous prenez l'arrêté du ministre de l'administration territoriale, il n'y a aucun motif. Voilà, on a dit simplement que madame le maire est suspendu de ses fonctions. On n'a pas prévu de durée, on n'a pas dit pour quel motif. On a juste visé des tests. Donc, alors que le visa des tests, un maire peut être suspendu pour au moins 10 motifs.
Par exemple, des détournements des biens, la mauvaise gestion du conseil. Donc, on ne peut pas savoir parmi ces 10 causes, quelle était la cause. C'est dans les journaux que nous avons appris qu'elle a été suspendue. Elle aurait été suspendue parce qu'elle a refusé de convoquer une session du conseil municipal. Ce qui nous a surpris parce que l'arrêté date du 6 novembre 2018. Et le 6 novembre 2018, le conseil municipal de Gourcy siégeait, c'est-à-dire dans la majorité et le quorum prévu par la loi réuni, et a adopté le budget primitif de 2019. Donc vous voyez, même ces motifs, quand même, ça nous a trop surpris d'apprendre dans la presse que c'est par refus de convoquer une session du conseil municipal pour se prononcer sur une motion de défiance qui aurait été déposée par elle. Contre elle. Bon, laquelle motion de défiance d'ailleurs est restée entre les mains de la gendarmerie aujourd'hui, qui a fait une enquête et qui l'a transmise au procureur du Faso pour une procédure pénale, parce qu'en réalité il s'agit d'une ancienne motion de censure de septembre 2017. Voilà, et ça sautait à l'œil parce que certaines personnes qui avaient signé cette motion en son temps se retrouvent peut-être hors du pays aujourd'hui et qui avaient toujours les signatures dessus. Donc manifestement, c'était du faux. En fait, c'était du faux en réalité. Et il y a une procédure pénale qui est... Donc ça se retourne contre les initiateurs de cette motion? Oui, je pense que la procédure judiciaire nous permettra de savoir qui a fabriqué ce faux et pourquoi il l'a fait et quelles étaient ses intentions. C'est ce que nous attendons. Au-delà du fait que l'arrêté du ministre a été suspendu, Madame le maire est réintégrée dans ses fonctions, voilà, normalement, et nous attendons également le fond du dossier parce que le tribunal administratif doit se prononcer s'il faut annuler ou pas l'arrêté. Parce que pour le moment, on a suspendu les effets de l'arrêté. Mais il y a encore une procédure pour l'annulation de l'arrêté. Voilà. Alors, que vous inspire cette situation? Parce que c'est sans rappeler un peu des questions politiques à l'interne, parce qu'on ne comprend pas que des militants d'un même parti politique se déchirent pour des questions de poste. Bon, peut-être le jour que vous allez m'inviter aussi pour des questions politiques, je vais me prononcer. Mais pour le moment, je n'en ai pas les éléments. Comme vous avez la casquette en même temps de militant de parti politique, vous êtes en mesure d'apporter votre éclairage? Bon, je n'ai pas d'informations particulières sur ça. Parce qu'on fait un peu le parallèle avec la situation à Saponé où des militants d'un même bord se déchirent justement. On ne comprend pas pourquoi on veut utiliser la justice pour régler des questions politiques. Non, mais parce que la justice ne règle pas des questions politiques, justement. La question règle un problème juridique et un arrêté qui a été pris, qui était un acte administratif. La loi dit que s'il est irrégulier, c'est le juge qui doit se prononcer là-dessus. Donc, ce n'est pas en fait des questions politiques. C'est des questions juridiques. Les aspects juridiques n'intéressent pas le juge. Vous êtes bien sur Radio Liberté 92.8 et vous êtes à votre émission, l'invité de la semaine. Cette semaine, le secrétaire général du syndicat des avocats du Burkina Faso, SYNAF, Maître Edasso Rodrigue Bayala, est notre invité. On va s'arrêter sur le syndicat, le SYNAF. Vous avez été porté à la tête de cette structure syndicale. Déjà, pourquoi vous avez décidé d'être le premier responsable du SYNAF? Je ne crois pas que j'ai décidé. Je pense que c'est les militants de base qui ont estimé que je pouvais effectivement être porté au poste de secrétaire général du SYNAF. Parce qu'il faut reconnaître que depuis la création de ces syndicats, nous y étions dès l'Assemblée générale constitutive en décembre 2008. Depuis lors, nous sommes restés dans le bureau, d'abord en tant que secrétaire chargé des relations extérieures, ensuite pour le secrétaire général adjoint. Donc, c'était un bureau dans lequel nous avons peut-être fait les preuves, parce que c'est les militants qui apprécient. Ils ont estimé que nous pouvions en tout cas conduire le syndicat après que l'ancien secrétaire général, Maître Benao Batibier, avait jugé nécessaire de ne plus se porter au poste de secrétaire général. Donc, du coup, les militants ont estimé qu'il était nécessaire, à ma qualité de secrétaire général adjoint depuis longtemps, de pouvoir le remplacer, même s'il est très difficile de remplacer les grands hommes. Donc vous avez en quelque sorte accepté juste de suivre le mouvement. Ce n'était pas une option volontaire. J'avoue que vous savez que si vous connaissez le mode de fonctionnement de ces genres d'organisation, je ne crois pas que la volonté individuelle seulement suffit. Même si j'avais la volonté individuelle de briguer le poste de secrétaire général, si les militants de base ne sont pas du tout d'accord, je ne pense pas que ça puisse marcher. C'est pourquoi je pense que je mets la volonté des militants de base au-delà de ma volonté personnelle. Bien entendu, si je ne voulais pas, je ne l'aurais pas accepté. Est-ce que vous, personnellement, ça vous a posé un petit problème casse-tête en tant que militant de parti politique et d'être responsable à la tête d'un syndicat? Pour ceux qui me connaissent, ils savent très bien que Maître Bayala, c'est quelqu'un qui assume ses opinions et que rien dans sa vie
aujourd'hui ne peut l'empêcher d'assumer ses opinions. Donc le fait d'être militant du MPP parti au pouvoir et d'être responsable syndical, ça ne gêne absolument pas. Ça ne gêne d'autant plus, comme je vous ai dit, que le syndicat a dévancé la création du MPP. Voilà, le syndicat a été créé en 2008. Il y avait bien des partis politiques dans lesquels je n'ai pas milité. Voilà, donc, et ensuite, après l'avènement du MPP, je vous dis que j'étais le secrétaire général adjoint du SINAF. Les militants du SINAF, ce n'est pas n'importe qui, c'est d'abord des avocats. Et des gens avec qui nous avons milité depuis près de 10 ans, ils savent qui est Maître Bayala. Et que de toute façon, même si les militants du parti du diable, ça ne pourra rien changer dans sa nature, ça ne pourra rien changer dans la logique et dans la ligne éditoriale du syndicat. Et de toute façon, je pense que c'est aux militants d'apprécier. Si en temps il y a des déviances, qu'il y a des... Si on constate que vous avez récupéré le syndicat au profit de votre parti. Et soyez rassurés aussi ou que vous êtes en mission commandée afin de... Soyez rassurés également que si ces incompatibilités se présentent également à mon niveau, je n'hésiterai pas à céder la place. Alors, sur le principe même d'un syndicat au niveau des avocats, quel est l'intérêt? Parce qu'une profession libérale, vous l'avez dit, indépendante, quel intérêt les avocats ont à avoir un syndicat? Oui, mais justement, c'est ça le véritable problème, parce que les gens ont demandé, mais généralement, les gens créent des syndicats, c'est les syndicats des travailleurs, c'est à ce qu'on est habitué. Mais les avocats, ils ne travaillent pas pour quelqu'un, ils créent des syndicats pour faire quoi? C'est une très bonne question, parce que justement, nous avions dit que nous avons aussi des problèmes sérieux, nous avons des problèmes d'exercice, d'entrave à l'exercice de la profession d'avocat, nous avons des questions de la protection des périmètres du droit. Les jeunes avocats ont essentiellement des problèmes très sérieux, avaient des problèmes très sérieux au moment où nous avons décidé de créer le syndicat qui avait pour objectif, entre autres, d'œuvrer au libre exercice de la profession d'avocat, de travailler à lever les entraves au libre exercice de la profession d'avocat, de défendre également les droits de l'homme et également de voir de conseil avec les organisations qui militent déjà dans cette matière, de faire la promotion aussi des droits de l'homme. On a vu le syndicat sortir justement à propos de cette question de présence de l'avocat lors de la phase préliminaire de l'enquête quand il s'agit de procédures pénales. Aujourd'hui, est-ce que c'est une effectivité que tout Burkinabé, dès lors qu'on a maille à partir avec la justice ou maille à partir avec la loi, et que déjà à la phase de la police judiciaire, on puisse être assisté? Est-ce que c'est un problème qui a réglé définitivement les incompréhensions? Parce qu'on a eu cette polémique au niveau de la section de recherche de la gendarmerie où il y a eu un tollé au niveau des avocats. Bon, je pense que en réalité, c'est tout changement, c'est difficile. On ne pouvait pas changer du jour au lendemain. Donc, c'est tout à fait logique que le règlement UMOA qui a été rentré en application le 1er janvier 2015 puisse effectivement rencontrer un certain nombre de difficultés dans son application. Mais je pense qu'avec le temps, vraiment, toutes ces difficultés commencent à être levées. En tout cas, la présence de l'avocat en enquête préliminaire est aujourd'hui une réalité. Elle est acceptée maintenant par les différentes entités de la police judiciaire, la police et la gendarmerie. Je pense qu'à la suite de l'incident qu'il y a eu concernant notre confrère à la section de recherche, je pense que le ministère de la Justice a mis un comité en place dont je faisais partie. Nous avons mené la réflexion avec les officiers de police judiciaire, que ce soit de la gendarmerie ou de la police également. Nous avons pu vraiment aplanir un certain nombre de divergences et nous sommes très compris. Nous avons abouti à un protocole de bonne conduite en attendant que la loi puisse effectivement venir entériner ça. Mais le règlement UMOA en lui-même suffisait déjà pour être appliqué. C'est une loi et s'impose à tout le monde. Alors aujourd'hui, quels sont les défis qui se posent au niveau du barreau du Burkina que le SINAF entend porter comme point de revendication? Oui, vous savez qu'aujourd'hui, comme on l'a dit, pas en tant que revendication, que le SINAF peut travailler vraiment à améliorer. Vous savez qu'aujourd'hui, le barreau est à presque 70-80% très jeune. Nous avons des problèmes de formation, essentiellement. Et pour nous mettre à niveau, vous savez qu'aujourd'hui, le monde est devenu un village. Nous avons nos confrères qui viennent de l'extérieur pour nous concurrencer sur notre propre terrain. Vous avez à l'intérieur de l'UMOA la directive qui permet le libre établissement pour les professions libérales. Donc aujourd'hui, si les avocats du Burkina Faso veulent aller de l'avant et ne pas être très vite dépassés par cette concurrence qui nous est imposée par les textes, il faut que nous travaillions à une formation
sérieuse, à permettre aux jeunes avocats de se spécialiser. Deuxièmement, nous pensons que nous avons aussi des entraves encore à l'interne, surtout au niveau du fonctionnement de la justice. Nous avons beaucoup de choses qui restent encore. Vous savez, nous avons l'habitude de dire que vous pouvez avoir le palais de justice devant votre porte et ne pas avoir accès à la justice. C'est deux choses totalement différentes. Nous avons encore des difficultés qui sont liées aux lenteurs judiciaires, au manque de matériel sérieux pour fonctionner au niveau des palais. Et bien entendu, quand le système ne fonctionne pas très bien, c'est l'avocat et son client qui en pâtissent. Donc nous avons suffisamment de problèmes sur lesquels nous travaillons. Et au niveau du bureau du syndicat, nous avions arrêté un plan d'action, en tout cas, sur un certain nombre de problèmes. Et nous avons également les cas des droits de l'homme également sur lesquels nous travaillons aussi beaucoup avec un certain nombre d'organisations que nous avons insérées dans notre plan d'action. Alors, vous êtes un acteur de l'appareil judiciaire. Généralement, on vous désigne sous le ticket d'auxiliaire de justice. Globalement, il y a cette récrimination sur la corruption en milieu judiciaire. Qu'est-ce que vous en savez de par votre expérience déjà? Bon, et il faut reconnaître qu'aujourd'hui que le mot auxiliaire de justice est dépassé parce que c'était des anciennes... C'est dans notre loi interne qu'on parle de l'auxiliaire de justice, parlant des avocats, des notaires, des huissiers. Aujourd'hui, l'avocat est un acteur de la justice dans le règlement UEMOA et ça s'est traduit aussi sur le terrain. Pour revenir sur la question de la corruption, vous savez que la corruption, c'est un peu comme d'autres infractions. C'est comme la prostitution où le corrupteur et le corrompu s'entendent. Donc, il est très difficile quelquefois d'avoir les preuves, mais nous sentons qu'elle existe. La preuve que vous en faites cas, du moins vous en faites cas tous les jours dans les journaux, et nous suivons des déviances. C'est vrai qu'on ne prend pas ça pour un gens content, mais pour nous, c'était déjà un début. C'est un phénomène qui existe au niveau de nos palais de justice qu'il faut travailler à éradiquer. Alors, qu'est-ce que vous en savez de cette appellation, les sociétés civiles, avocats, magistrats, où généralement on dit que les avocats sont des porteurs de valises pour des magistrats, c'est eux généralement qui prennent les enveloppes pour des magistrats. Mais c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, si vous venez dans une profession d'avocat, avec l'esprit qu'il y a de l'argent à ramasser, vous allez vous transformer très vite en porteur de valises. Est-ce que c'est une réalité dans le barreau burkinabé, maître? C'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un phénomène que nous sentons et sans pouvoir l'appréhender et appréhender ces différents acteurs. Est-ce que vous n'avez jamais connu de situation pareille? Parce que vous avez été dans l'ordre des avocats du Burkina actuellement. J'avoue que je peux dire non, mais je sens que quand même il y a des cas de corruption qui existent. Voilà. Donc en votre sein, vous savez qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a des sociétés civiles, avocats, magistrats. Vous savez que dans toutes les professions, qu'il s'agit des avocats, des magistrats, des huissiers, des notaires, il y a des brebis galeuses partout. Nous militons au niveau du SINAF et pour que les sanctions soient appliquées. Alors, quels sont les rapports entre le SINAF et le barreau du Burkina? Elles sont très excellentes. L'ordre qui est passé dans les mains de Maître Mamadou Savadogo à Maître Paulin Salambéré. Tout à fait, elles sont très excellentes et elles ont été toujours excellentes avec tous les bâtonniers. Sauf au moment où on était en train de mettre le syndicat en place. En 2008, effectivement, on avait mal compris que le syndicat était venu pour... en réalité, quand vous êtes dans une entreprise, vous créez un syndicat, c'est contre le patron. Et les gens ont très vite compris que le SINAF n'était pas dans cette logique. Le barreau travaille pour les intérêts du barreau. Et puis le SINAF, s'il peut apporter son soutien dans l'amélioration des conditions de vie et de travail des avocats, c'est toujours mieux. Alors, le 27 novembre, votre syndicat, vous avez signé une déclaration sur justement un arrêt de travail des gardes de sécurité pénitentiaire par rapport au ralentissement de l'activité judiciaire avec une suspension des audiences correctionnelles au niveau des palais de justice dû au refus des gardes de sécurité pénitentiaire d'extrait de conduire les détenus pour jugement et la levée du dispositif sécurité autour des palais de justice du Burkina. Cette situation est toujours d'actualité. Est-ce que c'est une question qui vous préoccupe? Vous savez, j'ai dit tout à l'heure que quand il y a un dysfonctionnement au niveau de l'appareil judiciaire, au niveau du système judiciaire, les premiers qui paient les pots cassés, c'est l'avocat et son client. Bon, son client avec l'avocat. Parce que si rien ne fonctionne au niveau des palais, c'est nous qui souffrons avec nos clients. Donc depuis le 22 octobre, effectivement, nous avions constaté l'arrêt des audiences correctionnelles au niveau des palais. C'est vrai qu'au début, nous n'avions pas su pourquoi, mais au fil des jours, nous avons compris que effectivement, cet arrêt était consécutif
effectivement un mouvement de la GSP qui consistait à ne pas conduire les détenus au niveau des palais pour qu'ils soient jugés, et ensuite à la levée du dispositif de sécurité au niveau des palais, et en vue de satisfaire les plateformes revendicatives qui a été soumises au gouvernement. C'est comme ça que nous l'avons constaté pour nous. Et en tant que syndicat, nous devons d'abord d'observer. Parce que le syndicalisme aussi ne doit pas être de réaction. Nous avions eu suffisamment de temps pour observer, pour voir quelle était la suite, bien entendu, que le gouvernement allait réserver effectivement aux revendications des GSP pour que soit levé ce blocus. Donc nous avions assisté du 22 octobre jusqu'à l'apparition de notre déclaration le 27 novembre, ça fait quand même un mois. Et nous avions estimé qu'il était assez de temps s'est écoulé et que nous, en tant que défenseurs, il faut savoir que dans les statuts du SINAF, nous avons, comme je l'ai dit tantôt, la défense et la promotion des droits humains. Lorsque quelqu'un est détenu et que cette détention n'est pas conforme à la loi, elle devient arbitraire. Et dans notre cas, qu'il s'agit des instruments internationaux, des droits de l'homme, qui de notre propre code de procédure pénale dit que lorsque l'individu qui est arrêté en flagrant délit doit être traduit immédiatement devant un tribunal pour être jugé. Donc vous imaginez des gens qui sont détenus depuis le mois d'août. Parce qu'il faut reconnaître, nos renseignements que nous avons eu au niveau du greffe, c'est que les dossiers qu'on a pu juger, c'est ceux qui ont été du moins introduits au mois d'août. Donc certainement en octobre, on était en train de programmer pour ceux qui étaient détenus, qui venaient d'être détenus au mois de septembre. Donc vous imaginez jusqu'aujourd'hui, ça fait presque, bientôt ça ferait 3 mois que ces personnes sont détenues, ce qui n'est pas conforme à la loi, ni à la Charte africaine des droits de l'homme, ni à la Déclaration internationale des droits de l'homme. Tel que nous l'avons précisé dans notre déclaration, il était de notre devoir, en tant que sentinelle de droit, de l'état de droit, de tirer sur la sonnette d'alarme et d'attirer l'attention des gouvernements que cette situation est de nature à engager la responsabilité de l'État burkinabé. Alors aujourd'hui, vous suivez un peu cette situation avec amertume. Il n'y a toujours pas d'audience. Quelle est la contribution des avocats pour la résolution de ce problème? Bon, j'avoue que honnêtement, nous ne sommes pas saisis officiellement de quoi que ce soit sur ce problème. Nous ne savons pas quel est le niveau de discussion que le gouvernement a actuellement atteint avec la GSP. Donc, si nous sommes sollicités, en tout cas pour apporter notre contribution à la résolution de la crise, je ne pense pas que nous allons hésiter un seul instant. Alors, la première réaction, ou du moins la réaction la plus publique qu'on a suivie, c'est que le gouvernement a décidé de suspendre les activités du syndicat de GSP et de la révocation de 10 éléments GSP pour faute lourde, pour justement avoir désarmé des éléments au niveau du domicile du ministre de la Justice. Quelle est votre réaction sur cette mesure gouvernementale? Si vous avez remarqué, honnêtement, dans notre déclaration, nous nous sommes réservés de nous prononcer sur les décisions qui ont été prises, parce que c'est des décisions qui sont susceptibles d'être déférées si ce n'est pas déjà fait devant le juge administratif. Et en tant qu'avocat, c'est pas que nous n'avons pas voulu le faire, nous n'avons pas voulu mettre très mal à l'aise nos militants. Vous savez que nos militants sont essentiellement des avocats. Donc, ils peuvent être amenés à défendre aussi bien ceux qui ont été révoqués, aussi bien que le gouvernement qui est auteur de l'acte, parce que c'est un décret pris en Conseil des ministres, il faut le préciser. Donc, pour ne pas mettre vraiment nos militants mal à l'aise quand ils seront saisis pour conduire un tel dossier, nous avons décidé de garder la réserve en attendant. Donc la réserve a été faite sur la base de calcul alors? Non, nous n'avons pas fait des calculs. Parce que au nom de ces mêmes principes de textes nationaux et internationaux pour des questions de droits de l'homme, vous étiez en mesure de vous prononcer? Non, mais vous savez que pour vous prononcer sur un dossier qui est un peu juridique en tant qu'avocat, ce n'est pas les quelques informations que vous glanez de part et d'autre dans la presse. Il faut que le dossier vous soit soumis. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le dossier, par exemple, de la révocation prise en Conseil des ministres, c'est à la suite du Conseil des ministres que tout le monde a appris qu'il y a 10 GSP qui ont été révoqués? Est-ce que vous êtes certain que la révocation, c'est parce qu'ils sont allés désarmer les gardes sur le ministre? C'est ce qui a été évoqué officiellement. Bon, je pense, peut-être, mais si vous avez le dossier, ça vous permettra de donner un avis éclairé. C'est pour ça, c'est pour cette raison. Tant que vous n'avez pas le dossier dans votre main, et comme le dit, un syndicat se doit de réagir avec sérieux
et après avoir beaucoup d'éléments d'appréciation. On a vu les 3 syndicats de magistrats et de greffiers qui ont produit une déclaration justement pour condamner cette suspension du syndicat des GSP et de la révocation des 10 éléments en évoquant des textes internationaux justement et nationaux. Mais justement, vous savez que ce n'est pas la première fois que le syndicat des avocats intervient dans ce genre de situation. Et il appartient à chaque syndicat d'arrêter sa ligne de conduite face à une situation. Peut-être que le syndicat des greffiers, des magistrats a estimé qu'ils avaient peut-être des éléments qui leur permettaient d'aller dans tel ou tel autre sens. Mais je veux vous dire qu'en 2010, à l'issue d'une grève, effectivement, des greffiers aussi avaient été révoqués. Ils ont saisi le syndicat des avocats. Nous avons conduit le dossier devant les tribunaux jusqu'à ce qu'il soit réintégré. Mais nous n'avions pas eu besoin de faire une déclaration pour ça. Donc nous sommes dans une logique où nous sommes dans une certaine prudence pour ne pas faire des déclarations qui puissent après nous empêcher effectivement même d'exercer notre profession ou même d'apporter notre concours à telle ou telle partie dans le cadre des actes juridiques. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, sachez bien que vous êtes sur Radio Liberté 92.8 et vous êtes à votre émission, l'invité de la semaine. Cette semaine, le secrétaire général du syndicat des avocats du Burkina Faso, SINAF, Maître Edasso Rodrigue Bayala, est notre invité. Alors, un mot sur le procès du coup d'État manqué qui est dans sa dernière ligne droite avec l'audition des accusés. Le général Gilbert Diendéré qui est actuellement là-bas. Déjà, quel est votre commentaire sur la tenue de ces débats à propos du procès du putsch manqué qui concerne 84 accusés, dont 75 présents, 9 qui sont jugés par défaut? Il faut d'abord, chaque fois qu'on parle de ce procès, je demande chaque fois de me permettre de m'incliner devant la mémoire de ces martyrs qui sont tombés les 16 et 17 septembre 2015 et les jours suivants pour résister au putsch. Mais le commentaire particulier que j'ai, c'est une très bonne chose que ce procès se tienne pour qu'on puisse savoir exactement qui a fait quoi, pourquoi et comment. De ce que vous suivez, est-ce que déjà vous pensez qu'il y a un fil conducteur qui permet d'avoir un peu cette vérité-là? Je pense que c'est encore très tôt de le savoir, puisque pour le moment, ça a été une première audition de l'ensemble des accusés. Peut-être qu'avec les témoins et les autres preuves dont le parquet a pu réunir et qui sont dans le dossier du tribunal, on pourrait peut-être avoir plus d'opinion. Vous savez que jusqu'à présent, toutes ces preuves étaient censées être secrètes parce qu'elles étaient couvertes par le secret de l'instruction. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de ce grand déballage. On ne peut pas déjà, sur la première audition des accusés, donner déjà une ligne que ça peut suivre. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses qui restent. Il y a les témoins qui vont être... Les inculpés même vont être... Du moins, les accusés vont même être confrontés entre eux, parce que vous avez vu qu'il y a quelques déclarations un peu contradictoires. Ensuite, il y aura les preuves qui vont être présentées. Ensuite, les témoins vont être entendus, les parties civiles. Donc, je pense que c'est encore très tôt. Donc, vous observez toujours? Nous observons toujours. Alors, à propos de ce procès qui a débuté le 27 février, il y a eu au début des incidents sur les préliminaires. Vous étiez dans le dossier, vous êtes déporté, comme d'autres. Mais à l'entame des débats, certains sont revenus. Vous avez décidé de ne pas revenir. Qu'est-ce qui s'est passé, Maître Bayala? Je ne sais pas si certains sont revenus. Moi, en tout cas, il y a certains avocats qui sont déportés, mais après qui sont revenus. Mais en tout cas, moi, je ne suis pas reparti pour la simple raison que les principes pour lesquels je suis parti, j'y tiens toujours. Et j'ai toujours dit que ce procès... C'est l'occasion pour notre pays d'avancer en termes de droit, si on peut dire simplement en termes de justice. Il y a beaucoup de gens qui disent aujourd'hui que sous d'autres cieux, ce procès peut-être n'aurait pas lieu. Peut-être que les auteurs on aurait pu décider autrement. J'ai dit très bien. Sous d'autres cieux, exactement, les Burkinabés n'auraient pas pu résister victorieusement à un coup d'État. Mais ils l'ont fait. Ceux qui sont sortis, c'est pour que prévale l'état de droit et la démocratie. Maintenant, si nous avons des personnes à juger qui sont censées avoir commis des actes, il faut aller dans moins de passion et d'émotion et de les juger conformément aux règles de droit. Donc vous avez décidé d'abandonner vos clients à leur propre sort. Est-ce que vous ne manquez pas un peu à votre serment, justement? Non, non, je vous dis que chaque fois que... Parce que vous les avez abandonnés finalement? Non, j'avais un seul client. Et puis 2 clients commis d'office. Donc les clients commis d'office, on leur a commis d'autres avocats.
Et puis, mon client que j'avais choisi également s'est commis aussi d'autres avocats. C'est pour vous dire que non, ça n'a rien à voir avec le serment de l'avocat. Chaque fois que... c'est comme vous, journalistes, c'est comme je l'ai toujours dit. Si on vous enlève votre bic ou votre micro et puis on vous dit de travailler, si vous êtes un journaliste professionnel, vous n'allez pas travailler. Parce que vous n'êtes pas dans les conditions de travailler. Et là, ce n'est pas une question du serment. Chaque fois que vous vous sentez dans l'incapacité de faire correctement votre travail, il faut le faire signifier. Et c'est d'ailleurs ce qui est conseillé. Alors aujourd'hui, donc ceux qui ont décidé de repartir n'ont pas fait la bonne lecture. Peut-être que nous n'étions pas partis pour les mêmes raisons. Chacun est parti avec une raison. Hein. Qu'est-ce qui peut motiver un avocat à retourner en dépit de ce que vous avez évoqué, des questions de forme? Oui, un avocat peut se déporter et se constituer de nouveau, ce n'est pas interdit, dans le même dossier. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Parce que les Burkinabés voudraient bien comprendre. Parce qu'on se disait que les avocats voulaient jouer avec le temps. On ne veut pas qu'il y ait jugement et que c'était juste des manières pour pouvoir retarder en fait le procès. C'est le jour qu'ils seront devant un tribunal qu'ils sauront que quand on veut juger quelqu'un, il faut le juger dans les garanties de droit. C'est le jour qu'ils comparaîtront devant un tribunal qu'ils sauront que et comment se passe un jugement. Et c'est pourquoi j'ai toujours dit que nous qui sommes avocats, beaucoup de gens disent que oui, les avocats font traîner le procès. Je dis, mais un procès, ce n'est pas un lynchage juridique. Ce n'est pas un lynchage juridique. Il faut aller avec moins de passion. Si vous voulez aller avec déjà la décision préparée, mais vous n'avez pas besoin de les juger. Vous savez que pendant ce coup d'État, le SINAF était parmi l'une des premières organisations de la société civile, bien entendu avec le collectif des syndicats, a fait une déclaration condamnant fermement le coup d'État et appelant le procureur général à réunir toutes les preuves pour qu'au cas où il y a procès, effectivement, qu'il puisse se tenir plus facilement. Nous avons appelé nos militants à sortir massivement pour lutter pour le rétablissement des organes de la transition. Donc quand j'entends certains disent que oui, est-ce qu'on n'était pas presque favorable et tout, mais si vous devez utiliser la position de l'avocat qu'elle défend pour le juger, vous allez vous tromper, parce que si un avocat devient un criminel, il défend un criminel, il devient un criminel. S'il devient une prostituée, il devient une prostituée. Je pense que vous allez vous tromper d'argument quand vous allez dans ce sens. Seulement, un tel procès, ça peut effectivement prendre du temps. Nous avons envie de savoir tout ce qui s'est passé, comme je le dis. Il y a des gens qui sont morts, il y a des gens qui sont blessés, qui traînent toujours des blessures avec eux. Ils ne savent pas pourquoi on a tiré sur eux. Qui a ordonné de tirer sur eux? On a vraiment besoin de le savoir, nous tous, et tout le peuple burkinabé n'attend que ça. Vous êtes bien sur Radio Liberté 92.8 et vous êtes à votre émission, l'invité de la semaine. Cette semaine, le secrétaire général du syndicat des avocats du Burkina Faso, SINAF, Maître Edasso Rodrigue Bayala, est notre invité. Un mot sur cette actualité. Après plusieurs reports, la Chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris a rendu le 5 décembre dernier, a donné son avis favorable pour l'extradition de François Compaoré vers le Burkina Faso. François Compaoré qui était visé par un mandat d'arrêt international émis par la justice burkinabé pour son rôle présumé dans l'assassinat du journaliste Norbert Zongo et 3 de ses compagnons d'infortune le 13 décembre 1998. François Compaoré avait été interpellé le 29 octobre 2017 à l'aéroport de Paris au retour d'un voyage à Abidjan. Déjà, quelle est votre réaction, M. Bayala, sur cet avis favorable de la justice française pour l'extradition de François Compaoré? Vous savez que depuis que je suis au lycée, pour ceux qui me connaissent, j'ai toujours été de la lutte pour la justice, la vérité, pour Norbert Zongo et ses compagnons. Et je n'ai pas changé de position. Nous avions également besoin de savoir pourquoi ces gens ont été lâchement assassinés. Pour nous, jeunes générations qui avons vécu ça, nous avons besoin de savoir. On ne peut pas rester indéfiniment dans cette course en avant. Et c'est pourquoi tout acte qui concourt à nous permettre de savoir qu'est-ce qui s'est passé est à saluer. Et je crois que le juge d'instruction a besoin effectivement d'entendre M. Compaoré, François, pour savoir quel est son degré d'implication dans ces événements. Donc moi, ma position n'a pas du tout changé. Et tout acte qui va dans ce sens, qui permet la manifestation de la vérité, nous le saluons. Dès que l'avis a été rendu public, l'avocat de François Compaoré s'est pourvu en cassation contre la décision d'extradition. Déjà, quel est votre commentaire sur cette volonté manifeste apparemment ou ce désintérêt pour François de venir s'expliquer devant la justice? Vous savez, ça va être une longue bataille judiciaire. Notre confrère, ou bien nos confrères français, ils font leur boulot. C'est la loi qui a prévu l'extradition, c'est la loi qui a prévu également les voies de recours, mais seulement les voies de recours ont une fin.
Voilà, ça fait depuis décembre 98. Aujourd'hui, nous sommes si on se trompe, à 20 ans. Bientôt, dans quelques jours, nous allons, je ne dirais pas célébrer, nous allons commémorer. Encore dans la douleur, hein, c'est malheureux anniversaire. Donc 20 ans, nous avons entendu. Nous allons encore entendre. Et c'est sûr que les ventes de recours ont une fin. Si effectivement l'extradition est fondée, et bien entendu, les juridictions françaises vont confirmer la décision. Vous fondez l'espoir que François puisse venir s'expliquer. Vous savez, moi, j'ai toujours, depuis que ce dossier a commencé, j'ai toujours dit, c'est toujours intéressant pour l'homme. Lorsque votre nom est cité dans une affaire, c'est toujours mieux pour vous de vous expliquer très tôt, pour qu'on sache quel est votre degré d'implication, pour que si vous êtes innocent, vous soyez vraiment innocenté. Et c'est bien pour vous-même et votre descendance que ce soit comme ça. Alors, un mot sur ce mouvement d'arrêt de travail, du moins de la coordination décidée par la coordination des syndicats de l'éducation. Ils décident à partir du 3 décembre de ne plus faire des évaluations. Comme point de discorde, il y a le statut valorisant du statut de l'enseignant. Comment vous suivez un peu cette situation? Parce qu'on a eu la sortie du gouvernement qui rappelle que c'est une violation ou c'est un non-respect des obligations du fonctionnaire. C'est vrai que, honnêtement, comme je l'ai dit, les dossiers sur lesquels je n'ai pas vraiment assez d'éléments, je me garde de me prononcer au risque de me tromper. Effectivement, j'ai vu les déclarations, j'ai vu la conférence de presse et également le communiqué du gouvernement. Mais honnêtement, le fond du dossier, la raison pour laquelle les évaluations sont effectivement suspendues et tout ça, nous ne l'avons pas ces éléments aujourd'hui. De sorte que je pense que pour le moment, il vaut mieux garder la réserve et puis observer la suite. Sur la situation sécuritaire, les mauvaises nouvelles s'accumulent pour le Burkina. 2 policiers qui ont été tués à Kembara, dans le Sourou, c'est la boucle du Moun. Un peu avant cela, on a eu sur l'axe Dori-Seitenga, là on est dans la région du Sahel où 3 gendarmes ont été blessés et un véhicule incendié après l'attaque du poste de gendarmerie justement. Et auparavant, dans la région de l'Est, on a eu 5 personnes, dont 4 gendarmes qui ont perdu la vie. Globalement, sur la situation sécuritaire, quelle est votre analyse de ce qui se passe actuellement au Burkina? C'est vraiment très préoccupant. On a dépassé la limite même de la préoccupation. Je crois que nous devrons s'armer de courage et aller en guerre contre ces nouveaux phénomènes et les actes de terrorisme. Ça fait déjà bientôt 3 ans, parce que je sais que les attentats de Splendide ont lieu en janvier 2016. Donc bientôt, ce sera... Bien avant, il y a eu octobre 2015 avec l'attaque de la brigade de Samourouga. Voilà. Donc bientôt, nous sommes déjà dans la 3e année où chaque jour, lorsqu'on s'élève, il y a une attaque quelque part. Donc nous devrons aujourd'hui intégrer ça dans nos habitudes. Premièrement, que nous collaborons avec nos forces de défense et de sécurité pour les donner les informations nécessaires pour les faciliter le travail. C'est de savoir qu'aujourd'hui, la sécurité a une autre dimension et que nous devons s'adapter à ce nouveau phénomène. Parce que sans sécurité, il n'y a pas de pays. Aujourd'hui, vous avez l'autre fois, j'ai appris que, je ne sais pas si les cours ont repris, dans toute la province du Lurum, les cours avaient été suspendus juste à ce type d'acte. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une situation très, très, très difficile. Et il faut que le gouvernement puisse effectivement prendre cette question à bras le corps, essayer de trouver les solutions qu'il faut. Parce que même si le problème n'est pas exclusif au Burkina Faso, nous devons de trouver des solutions au Burkinabé parce que nous avons notre problème ici. Et sans ça, il va être très difficile que nous puissions aller de l'avant. Est-ce que justement vous pensez que le gouvernement fait suffisamment? Parce que d'aucuns estiment que finalement on ne prend pas la mesure de la situation au niveau du sommet de l'État. Bon, vous savez que sur cette situation, chacun a son avis. Hein. Mais quelle est la réalité? Moi, je ne suis pas. Par exemple, quelle est la réalité? Très bonne question. Moi, je ne suis pas un homme de tenue. Je ne fais pas partie des FDS. Je ne suis pas non plus un membre du gouvernement. Je suis un Burkinabé lambda. Donc, pour moi, chaque fois qu'il y a une attaque, je suis fondé à dire que c'est parce que nous ne sommes pas bien préparés, effectivement, pour contrer cette attaque qui a eu lieu. Ça, c'est l'opinion générale de tout Burkinabé. Mais quelle est la réalité du terrain? Ça, il faut le demander à nos forces de défense et de sécurité et peut-être poser la question au gouvernement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, en tant que citoyen lambda, comme vous le dites, au regard de ce que vous avez évoqué depuis janvier 2016, vous pensez que les actions, des mesures sont vraiment prises pour contrer ou du moins contrecarrer
diminuer un peu cette menace qui plane un peu sur l'ensemble du pays? Parce que du Sahel, on est à l'est, on est à la boucle du Moun. Il y a eu quelques incursions au niveau du sud-ouest avec l'attaque d'un poste de douane. Donc, globalement, est-ce que vous pensez que les mesures sont prises sérieusement pour contrer cette menace-là? C'est comme je le dis, quand vous dites les mesures prises sérieusement, donc, vous devrez apprécier le redéploiement des hommes de nos FDS sur tout le territoire. Et avec quel élément d'appréciation que vous pouvez avoir. Par contre, ce qu'on constate, c'est que du nord au départ, ces attaques se sont propagées à l'est. Ensuite, on est allé au sud-ouest et ensuite beaucoup du Mouhoun. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement encerclés. Ça, c'est un constat qu'il faut faire. Mais quel est le travail qui est fait sur le terrain par nos FDS? J'avoue qu'il va m'être très difficile de l'apprécier en tant qu'avocat, que chacun fasse son travail. Ce que nous attendons, ce n'est pas qu'est-ce que le gouvernement fait, qu'est-ce que nos FDS font, parce que nous ne pouvons pas être sur le terrain avec eux pour savoir ce qu'ils font exactement. Nous avons besoin de savoir un jour que ça a cessé. C'est ce que nous attendons en tant que Burkinabés. C'est tout. Alors, sur cette situation sécuritaire, on voit des manifestations qui sont organisées ça et là en soutien au FDS dans les chefs-lieux de région. Quel est votre avis sur ces manifestations de soutien au FDS? Je pense que le premier des soutiens que nous devons manifester à l'égard de nos FDS, qui est le plus important, c'est d'abord la collaboration. Parce que vous savez, nous sommes nos premiers responsables de sécurité. On ne pourra pas mettre un gendarme, un policier, un militaire derrière chaque Burkinabé. Vous savez que ces actes, ce n'est pas des individus visibles. Ce n'est pas des individus identifiés. C'est pourquoi on parle de guerre asymétrique. Donc, c'est des gens qui se confondent à la population. Je ne suis pas un spécialiste de la sécurité. Mais s'ils se confondent à la population, c'est à la population de les démasquer et de signaler à nos forces de défense et de sécurité. Je pense que c'est le premier soutien que nous devrons faire pour faciliter le travail de nos FDS. Maintenant, quant aux soutiens qui ont été faits, pour moi, il peut être diversement apprécié. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que malheureusement, il y a quand même des morts. Malheureusement, il y a quand même beaucoup de morts de nos FDS, même s'ils arrivent également à neutraliser ces terroristes aussi. Ces manifestations peuvent avoir, ça peut être un soutien purement moral à l'égard de leurs familles et de leurs proches parents. Vous savez qu'en Afrique, quand vous perdez un parent, d'habitude, les gens viennent quand même vous assister, manifester leur compassion à leur égard. Je pense que ça peut être très bien apprécié. Alors, cette semaine, il y a eu le sommet du G5 Sahel à Nouakchott, en Mauritanie. Il y a eu des promesses d'argent, justement, parce que le G5 Sahel avait un problème pour boucler son budget. Cette fois-ci, on parle d'attentes largement dépassées. Est-ce que vous pensez que la solution aussi passe avec cet instrument sous-régional, justement, le G5 Sahel? Vraiment, si vous pouvez me permettre de ne pas me prononcer sur le G5 Sahel, parce que je n'ai aucun élément d'appréciation. C'est vous l'invité. Est-ce que la solution aussi, c'est de gérer dans la sous-région? Tout ce que je peux apprécier, c'est que l'initiative du G5 Sahel, sans être un expert de la sécurité, aujourd'hui, ce phénomène est transfrontalier. Les gens quittent le Burkina et vont attaquer au Mali, ils quittent le Mali, ils viennent attaquer au Burkina, ils quittent le Niger, ils vont attaquer au Mali, ils viennent attaquer au Burkina, un peu partout. Et ils vont de pays en pays. C'est normal que les pays puissent s'organiser et mettre les efforts ensemble pour essayer de contrecarrer ce phénomène-là. Parce que le Burkina seul se met, effectivement, peut sécuriser son territoire. Mais si du côté de l'autre frontière, de la frontière au Mali, au Niger, n'a pas été suffisamment sécurisé, nous ne serons pas en sécurité. C'est la même chose pour le Mali. Si le Mali a sécurisé son territoire et que du côté du Burkina, il y a les nids de terroristes, bien entendu, ils quitteront là-bas, aller attaquer au Mali. Donc, je pense que c'est une très bonne initiative. Maintenant, sur son financement, vraiment, je ne maîtrise pas son mécanisme. Est-ce qu'on peut attendre de ce que le G5 Sahel puisse résoudre un tant soit peu cette question d'insécurité? Nous avons bon espoir. Et ceux qui estiment que la solution passe à l'interne d'abord et qu'il faudrait voir? Tout à fait, la solution doit être burkinabé. Il faut d'abord laver, et quand quelqu'un lave votre dos, lavez votre ventre. Il ne veut pas laver le dos et puis venir laver le ventre également. Le burkinabé, et l'État du Burkina Faso, le gouvernement du Burkina Faso a quelque chose à faire pour sécuriser son territoire, tout à fait. Et c'est ce qu'il fait d'ailleurs. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. L'invité de la semaine s'achève. Radio Liberté recevait le secrétaire général du syndicat des avocats du Burkina Faso, SINAF, Maître Idasso Rodrigue Bayala. Maître Bayala, merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir effectué le déplacement dans les locaux de Radio Liberté. C'est moi qui vous remercie, M. Oulon. Tiona Sanongo était à la technique. Présentation Atiana Serge Oulon. Rendez-vous très prochainement sur Radio Liberté 92.8 FM pour un nouveau numéro de l'invité de la semaine. En attendant, bonne suite de programme sur la 92.8 FM, La Voix citoyenne.